Bonjour à tous et à toutes, à ceux et celles qui nous rejoignent. Bonjour. On va attendre que qu'un maximum de personnes se connectent, avant de démarrer, donc on va laisser, 2-3 minutes à la chance à tout le monde de se connecter. Je vois que vous êtes, nombreux à nous rejoindre. N'hésitez pas d'ailleurs pour ceux qui sont déjà présents à nous indiquer si tout fonctionne correctement techniquement. Je pense notamment au son, si vous nous entendez bien. Merci pour l'indication, Frédéric. Donc comme vous l'avez vu et comme vient de le faire Frédéric, vous avez un outil pour les questions et réponses, Q&R, qui vous permet d'interagir avec nous. Donc on pourra soit y répondre directement dans le chat, soit on essaiera de faire des pauses dans le webinaire avec Pierre pour prendre le temps de répondre aux différentes questions. Ah super, si le son et l'image sont parfaits, c'est très bien. Merci pour l'indication. Voilà, laisse encore une minute le temps que les dernières personnes se connectent et on va pouvoir démarrer parce qu'on a un programme, assez chargé. Voilà, moi je vous propose de démarrer ce webinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis, Xavier Gounon, directeur marketing d'Adviseo, et je suis accompagné aujourd'hui de Pierre Pavin. Ouais, Pierre. enchanté, Pierre Pavin, je suis le directeur du pôle CEVI, donc CEVI qui est le SME édité par la société Adviseo. Voilà, que certains d'entre vous, connaissent et on va l'aborder un peu plus loin, on aura des cas d'usage notamment autour de la plateforme Savvy, qui vous permettront, pour ceux qui la connaissent pas, de la découvrir. Le thème de ce webinaire aujourd'hui, donc c'est, l'IoT, pour Internet of Things, donc on va parler de capteurs, d'objets connectés, mais surtout, j'allais dire d'exploitation de données et de management de l'énergie, parce que comme vous l'avez vu, l'angle de ce webinaire, c'est pas un angle qui, a pour but de couvrir l'ensemble de ce que pourrait faire l'IoT dans le bâtiment. C'est vraiment l'idée de se dire comment on peut exploiter, de manière, pragmatique les objets connectés pour améliorer, sa performance énergétique. Voilà, donc on va couvrir différentes thématiques, mais qui seront toujours, autour de ce prisme du management de l'énergie. Vous êtes assez nombreux à vous être, inscrits et à vous connecter encore, maintenant, donc merci beaucoup pour l'engouement. On pense que c'est une thématique qui en ce moment, voilà, on le voit en tout cas chez nos clients, qui posent beaucoup de questions et qui répond à pas mal d'enjeux, donc on est ravis de pouvoir y répondre aujourd'hui. Comme je le disais juste avant, il y a un outil pour vous permettre de poser des questions. Q&R, voilà, auquel on répondra au fil de l'eau quand c'est facile de le faire, ou oralement, on fera des petites pauses si nécessaire pour revenir sur les questions. Heu, voilà, on va démarrer par quelques mots sur Adviseo et dans le sommaire, vous aurez donc, d'abord un peu d'explications sur les principes généraux de l'IoT au service de l'efficacité énergétique. De quoi on parle, comment se passe le déploiement de projets, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IoT pour améliorer l'efficacité énergétique. Et ensuite, on rentrera dans 3, je vais dire cas d'usage, que, Pierre illustrera notamment sur la plateforme Savvy, le suivi de confort qui est évidemment, autour de l'IoT un point important, le déploiement de sous-comptage et l'analyse de l'exploitation. Et quelques mots avant sur, Adviseo, donc pour ceux qui nous découvriraient, donc on est, aujourd'hui un peu plus de 110 collaborateurs. Peut-être la particularité qui est importante de rappeler, c'est qu'on est à la fois éditeur d'une plateforme de management de l'énergie qui est Savvy, donc qui est une des plateformes référentes, aujourd'hui, sur le secteur, tertiaire sur le marché. Et on a également et on a fait ce choix dès le démarrage, d'ailleurs Pierre a commencé,
pour l'anecdote, comme Energy Manager chez nous, on a fait le choix d'avoir beaucoup de sachants en énergie au sein des équipes. Et donc, on a un certain nombre d'Energy Managers qui accompagnent également nos clients sur l'optimisation de leur consommation avec l'aide de la plateforme, mais voilà, avec des personnes derrière pour être sûr qu'il y a des économies d'énergie à la clé, ce qui est notre mission en tant que société. Et d'ailleurs, on est assez content de pouvoir dire qu'on a économisé l'équivalent des consommations de la ville de Toulouse l'année dernière. Voilà. Cette année, on sera sans doute sur une ville de taille encore plus importante. Ouais, On vous tiendra au courant d'ici la fin d'année sur notre impact. Et on a la chance de travailler aujourd'hui avec des clients dans des secteurs variés, dans le public. On a d'ailleurs pas mal dans l'audience aujourd'hui d'entre vous qui font partie de collectivités territoriales. On en est ravis. On a beaucoup de clients qui sont voilà, de la ville jusqu'à l'État, qu'on accompagne sur des missions de conseil et d'accompagnement justement à l'application du plan de sobriété, notamment. Donc côté public, voilà, sur toutes les strates, et côté privé, du retail au real estate, en passant par la santé. Le point commun entre tous ces acteurs, c'est qu'on accompagne des patrimoines assez importants. Voilà, on a des solutions et on reviendra sur justement l'intérêt de l'IoT. C'est souvent applicable, en tout cas avec un bénéfice important sur des parcs immobiliers conséquents. Alors, sans vouloir revenir sur des sujets qui peuvent parfois fâcher, en tout cas qui pour certains ont accaparé beaucoup de votre temps dans vos organisations, mais on ne peut pas ne pas revenir sur les enjeux du moment. Donc décret tertiaire, dispositif éco-énergie tertiaire, hein, comme le législateur souhaiterait qu'on l'appelle, décret Bax. Il y a eu, et c'est un élément important qu'on voulait souligner dans les enjeux, dire l'arrivée du plan de sobriété qui a exigé des économies sur une échelle de temps plus courte, les fameux 10% qui étaient demandés aux acteurs tertiaires au sens large en 2 ans. On verra comment l'IoT justement peut permettre d'aider sur ce type aussi de gains rapides. Voilà, tout ça vous impacte avec une hausse ou en tout cas une variation du prix de l'énergie qui va perdurer et à laquelle il faut pouvoir faire face et pouvoir être agile sur cette thématique. Et évidemment, ce qui nous concerne tous, l'urgence environnementale, l'urgence climatique, qui est l'enjeu, je veux dire, macro et chapeau de tout ça. Ces enjeux-là vous amènent à des objectifs qui, globalement, sont à peu près les mêmes pour tous, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Globalement, la trajectoire, qu'elle soit bas carbone ou d'économie d'énergie qui est atteinte d'ici 2030, voilà, est fixée notamment par le décret tertiaire, mais vient de directives européennes, donc est plus largement fixée par l'Europe. On pourrait parler des 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Dans tous les cas, ce sont des économies d'énergie extrêmement fortes et des chiffres ambitieux qu'il vous faut atteindre dans les prochaines années. Et évidemment, avec des ressources contraintes, la particularité, enfin l'impact sur l'organisation et les ressources de ces objectifs et de ces enjeux, c'est que des personnes qui jusqu'à présent, peut-être dans vos organisations, n'étaient pas habituées à travailler ensemble, bah, vont devoir se coordonner, vont devoir aller dans ce même sens, y compris avec les prestataires, des économies d'énergie. Voilà, c'est peut-être un des éléments nouveaux en exploitation des bâtiments. C'est comment je mets tout le monde sur le même ordre de marche pour aller chercher ces objectifs de baisse de consommation. Et on va voir justement comment sur l'IoT, il y a ce même enjeu de coordination des acteurs et comment on peut être efficace pour amener tout le monde vers ce même objectif. Dans l'approche qui, selon nous, est pertinente pour répondre à ces enjeux et à ces besoins, bah, c'est partir de la connexion, donc de la collecte des données de confort, on y reviendra, énergétique, dans lesquelles l'instrumentation par l'IoT est un point important, jusqu'au pilotage et à l'action. Voilà, donc ce qu'on essaiera de voir dans ce webinaire, c'est pas se concentrer seulement sur la connexion par l'IoT, mais c'est se dire comment, une fois que j'ai connecté mes bâtiments de manière judicieuse, j'exploite la donnée pour agir et pour aider à la décision au sein de vos organisations respectives. Voilà, et sur l'IoT, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que, à la lumière de l'expérience des projets qu'on a déployés, qu'est-ce qu'on conseille dans le cadrage des projets pour maximiser les chances de réussite?
D'abord, alors ça paraît enfoncer une porte ouverte, mais on voit encore très souvent des projets sur lesquels les objectifs du déploiement d'objets connectés sont pas forcément hyper clairs. Donc ce sur quoi on voulait revenir, c'est d'abord fixez-vous des objectifs clairs qui peuvent être pluriels, mais en tout cas d'avoir des objectifs précis en tête avant de mettre en place un déploiement de projet IoT. Par exemple, ça peut être répondre à une réglementation. En ce moment, enfin depuis quelques mois, il y a une réglementation sur la qualité d'air dans les établissements recevant du public qui peut-être vous concerne. Donc elle concerne déjà les collectivités territoriales pour les bâtiments d'enseignement. Elle va concerner la santé dans assez peu de temps. Bah, si votre projet de déploiement IoT vise à répondre à cette réglementation, forcément, ça va orienter à la fois le choix des prestataires, du matériel. Cette réglementation exige que vous ayez une visu pour le public de la qualité d'air, donc ça oriente clairement le choix du matériel. Ou ça peut être un objectif vous avez des locataires, des occupants qui vous alertent sur des problématiques de confort importantes. Bah, vous souhaitez pouvoir optimiser ce confort ou faire de la pédagogie vis-à-vis de ces occupants pour leur expliquer pourquoi bah, en fait, on est dans les normes de température, donc on n'a pas de problème majeur de confort, c'est plus un ressenti, et cetera. Donc et après, il y a évidemment les objectifs du décret tertiaire de baisse de consommation. Est-ce que les objets connectés sont là pour vous permettre de prendre plus rapidement les bonnes décisions et vous accompagner sur l'atteinte des objectifs de baisse de conso? Ensuite, c'est à quelle échelle? Est-ce que vous souhaitez déployer des objets connectés sur tout votre parc, sur des bâtiments prioritaires? C'est souvent ce qu'on recommande, c'est-à-dire qu'on va d'abord prendre l'état de l'ensemble du parc, parfois faire un schéma directeur énergétique qui aide d'ailleurs à prioriser les actions et les bâtiments sur lesquels se focaliser, et par exemple sur les bâtiments les plus problématiques consommateurs ou sur lesquels vous avez peut-être le moins de vues et de données, bah, justement, c'est peut-être là où vous allez vous concentrer sur l'instrumentation. C'est aussi le pas de temps, c'est quelle précision de mesure, hein, finalement, quelle échelle, c'est par rapport à vos objectifs, bah, de quelle précision de mesure vous allez avoir besoin. L'idée, c'est pas forcément d'avoir quelque chose d'à l'état de l'art et forcément ultra précis. C'est par rapport à vos objectifs, bah, quel niveau de précision vous allez devoir aller chercher. Ensuite, on en parle beaucoup pour la GTB notamment et qui a la main sur le pilotage des équipements, mais c'est la même chose pour ce type de projet de déploiement IoT, c'est qui va exploiter les données, qui pilote le projet. Nous, notre recommandation, en tous les cas, c'est que les personnes qui sont en charge de l'énergie, donc qu'elles soient chez vous, chez un prestataire, sur un accompagnement commun, c'est qu'elles soient impliquées dès le démarrage du projet et que les choses ne se fassent pas de manière complètement décorrélée. La personne qui va devoir prendre des décisions côté énergétique au niveau du déploiement IoT. Par exemple, si vous avez une direction DSI qui s'occupe de manière quasiment autonome du projet pour après que les objets connectés soient utilisés par des économes de flux au sein d'une collectivité, bah forcément, vous prenez le risque que les choses n'aient pas été dimensionnées en phase avec ce que vous souhaitez faire derrière. Où elles vont remonter ces données? Alors ça paraît bête, mais il nous est arrivé de voir régulièrement des objets connectés déployés et derrière, pour l'exploitation des données, ben, les personnes ne savaient pas forcément sur quelle plateforme, comment aller analyser. Voilà, est-ce que c'est en local? Est-ce que c'est sur une plateforme web? Aujourd'hui, on va voir comment les données peuvent remonter sur la plateforme Savvy. On montrera des cas d'usage là-dessus, mais c'est important parce que ça peut aussi conduire à des choix de plateformes de management de l'énergie, si vous souhaitez utiliser l'IoT, qui vont bah, impacter la décision au niveau de la plateforme, puisque toutes ne sont pas prêtes à remonter des données d'objets connectés à les exploiter. Et enfin, est-ce que le projet il est temporaire, durable, et comment est-ce qu'il va évoluer dans le temps? C'est aussi un point qui va vous permettre de faire les bons choix à la fois de prestataire, d'accompagnement et de technologie. Le sujet du jour, en tout cas nous, ce qui nous est beaucoup remonté en ce moment, c'est un peu schématisé, hein, voire caricatural, mais on voit sur le marché quand même cette tendance forte d'acteurs qui ont souscrit à une plateforme de management de l'énergie logicielle pour répondre à la première obligation du décret tertiaire, qui est l'obligation déclarative. Pour pouvoir déclarer sur la plateforme Opérate, il faut que je connaisse mes consommations, donc j'ai besoin d'une plateforme, ce qui est déjà une étape
importante, pas simple. Je pense que vous voyez tous à vos échelles respectives, le sujet de la collecte des données, il est continu, il est permanent. Enfin, chez Adviseo, pour ceux qui nous connaissent, on a beaucoup d'efforts qui sont mis sur cette question-là, et c'est malgré tous ces efforts pas toujours, évident, voilà, d'avoir des données, fiables et qualitatives dans le temps, donc ça reste un effort constant. Mais aujourd'hui, la plateforme de management de l'énergie, elle doit se mettre au service des décisions et de l'action. Et là, on arrive dans une nouvelle phase où à la fois il faut pouvoir utiliser votre plateforme pour assurer le reporting, mais aller vers plus d'analyse pour faire les bons choix, être alerté en cas de dérive. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et ça implique parfois, en l'occurrence, de déployer des choses qui ne sont pas déployées aujourd'hui pour avoir des éléments de confort, pour avoir des éléments de sous-comptage que peut-être vous n'avez pas à date. Justement, à quoi ça sert d'instrumenter ou en tout cas à quels besoins ça peut, répondre aujourd'hui, au sein de vos organisations? On reviendra sur la notion de sous-comptage. On sent que le sous-comptage est un sujet, important, pour la raison simple que quand vous avez, une vue sur un compteur général, ça vous suffit pas forcément, pour, aller prendre les décisions, au niveau énergétique et il vous faut parfois plus de détails de consommation par usage, ou plus de granularité dans les données, pour pouvoir vraiment analyser, et prendre des décisions. On reviendra sur la mesure et des données d'exploitation. On parlera notamment du contrôle de l'eau, enfin de la température d'eau à l'entrée et la sortie des systèmes d'eau chaude sanitaire. Heu, la température évidemment et tout ça est à regarder en lien avec ce que vous avez dans vos bâtiments, notamment en termes de gestion technique. Donc l'IoT doit être vu comme soit comme un substitut, c'est-à-dire vous n'avez pas aujourd'hui par exemple de GTB au sein de certains bâtiments, et ben, vous allez pouvoir, remonter des données, sur lesquelles vous n'avez aucune vue aujourd'hui grâce à l'IoT, qui est moins intrusif et qui ne nécessite pas de câblage. Donc ça, c'est un premier scénario. Sur certains bâtiments de votre patrimoine, peut-être qu'il y a des sites sur lesquels vous pourriez, avec quelques capteurs, avoir des données qui vous aident, température, qualité d'air, sous comptage, à prendre les décisions. L'autre élément qu'on voit, c'est que très souvent, les GTB ne sont pas conçus pour, notamment par exemple, si on prend le confort, avoir des températures d'ambiance qui soient bien positionnées et qui vous permettent vraiment de prendre des décisions. C'est pas forcément comme ça qu'une GTB est conçue initialement. Donc on verra même que sur certains sites équipés de GTB, y compris des GTB qui peuvent être, modernes, il faut parfois compléter, par des objets connectés pour avoir des données, probantes, notamment sur le suivi des températures. Aussi, on a certaines GTB qui, ont été déployées à un instant T. Depuis, il y a des espaces chez vous qui ont changé, qui sont plus couverts par la GTB. Plutôt que de tirer des câbles pour aller, compléter ces espaces-là, vous allez pouvoir, installer des capteurs, et faire ce lien. Et enfin, dernier élément qui est pas, négligeable, c'est la pédagogie et la sensibilisation des occupants. Voilà, on a beaucoup parlé pendant, la mise en place du plan de sobriété des 19 °, qui sont, enfin une mesure symbolique, mais effectivement, pertinente puisque quand on arrive à une température de confort, à 19 € et donc à chauffer moins virtuellement ou dans les périodes, estivale à moins climatisée, cette, température va, vous permettre de faire des pourcentages d'économies importants. Cela dit, pour pouvoir avoir 19 €, il faut déjà pouvoir suivre, dans les bâtiments, la température dans les différents espaces et sur une durée, considérée. Et on s'est aperçu, au moment où, cette, exigence était, faite, qu'énormément d'acteurs, n'avaient pas la capacité de suivre, de mesurer cette, température, dans le temps et de l'exploiter. Et donc forcément, ça pose la question de: «Qu'est-ce que je mets pour pouvoir, avoir suffisamment d'éléments?» Et à des fins parfois pédagogiques entre, propriétaires et locataires, hein. Ça peut être, des éléments importants de discussion, dans, entre les 2 parties. On va aborder aujourd'hui dans les panoramas des mesures, donc le confort, la qualité d'air, qui d'ailleurs souvent les capteurs de qualité d'air embarquent, la température, hein, donc Mmh. c'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça peut être si vous avez des besoins de mesure de qualité d'air, vous pouvez faire le choix de capteurs qui vont à la fois mesurer la qualité d'air et le confort. Nous, on a des exemples de suivi de qualité d'air assez massifs dans les bâtiments d'enseignement, chez Adviseo. Mmh. Alors il y a une raison réglementaire, il y a aussi politiquement eu parfois
certaines régions ou certaines villes qui souhaitaient prendre les devants. Et après des notions plus énergétiques, autour de compteurs existants. Bah, comment je vais, télérelever des compteurs qui, aujourd'hui ne remontent pas la donnée, ou pas sur une granularité suffisamment, importante, et comment je vais faire du sous-comptage, quand il n'est pas présent ou pas suffisamment dans les bâtiments. Et enfin sur l'exploitation, on parlera notamment de la partie, il y a pas mal d'éléments, notamment débit d'air et cetera, qu'on va souvent récupérer plutôt sur des gestions techniques de bâtiments. Donc là, c'est pas forcément, c'est pas toujours de l'ajout d'objets connectés, ça peut être simplement comment je vais récupérer la donnée, sur une GTB en fonction de ce qu'elle nous donne techniquement. Et d'autres, par exemple, le suivi de la légionnelle et le suivi de la température des systèmes d'eau chaude sanitaire qu'on va pouvoir, avec l'IoT facilement, récupérer. On vous a mis ici une installation type. Alors c'est évidemment, comment dire, un exemple. Il y a plein d'installations, il y a autant d'installations possibles que de configurations. Mais c'est pour, voilà, c'est une installation un peu typique, en tout cas que nous on rencontre, chez nos clients. Donc vous avez souvent, quand il y a un compteur Enedis, ben, la récupération par API des consommations qui remontent, si tout se passe bien, les courbes de charge remontent au pas de temps 10 minutes sur votre plateforme, de management de l'énergie. Notre expérience nous montre que, très souvent, il est nécessaire d'installer des passerelles, LoRaWAN pour déployer du réseau IoT. Pourquoi? Alors, il y a 2 raisons. Il y a une raison évidente de couverture, c'est-à-dire dans certaines zones qui sont mal couvertes, et ben, la passerelle vous permet d'avoir un signal, ouais, et une continuité de réseau qui est, bah, pour l'exploitation des données, on le verra, hein, si vous avez beaucoup de difficultés à remonter la donnée, forcément, les analyses seront plus compliquées. Donc, de plus en plus, nous, on aime sécuriser avec une passerelle quand on juge que c'est nécessaire. L'autre raison, c'est une raison d'autonomie et de durée de vie des équipements. C'est que si vous avez une passerelle, votre objet connecté, il va moins dépenser d'énergie pour aller accrocher le réseau. Donc, on le voit, nous on le constate, il va avoir une durée de vie plus meilleure et plus importante. Donc dans ce cas-là, on a un capteur dans l'exemple type qu'on montre, un capteur de sous-comptage pour remonter 3 usages. Voilà, vous aviez peut-être un compteur général, mais on va rajouter un capteur pour pouvoir identifier 3 usages, un restaurant d'entreprise, de la bureautique, ça peut être en fonction des typologies que vous avez dans vos bâtiments. Une sonde de température et d'hygrométrie pour mesurer le confort et un point de température extérieure. Donc sur la température extérieure, vous avez 2 grandes manières de faire. Dans votre plateforme de management de l'énergie, vous avez peut-être un lien avec les stations météo, qui sont, faits en fonction de la localisation de vos bâtiments. En fonction de ce que vous souhaitez faire, il peut être nécessaire, malgré tout, d'ajouter un capteur de température extérieure, si vos analyses doivent être très fines, par exemple, sur des questions d'isolation ou de signature énergétique. On en parlera un peu plus loin. Bah, sans doute qu'en fonction de la proximité ou de l'éloignement plutôt de la station qui est remontée dans votre plateforme, ce ne sera pas suffisant et ce sera plus pertinent d'ajouter au bon endroit un point ou plusieurs points de température extérieure. Les étapes d'un déploiement IoT, en tout cas que nous on recommande, ça va du plan de comptage, c'est-à-dire on arrive dans le bâtiment et on va définir comment le comptage et le sous-comptage doivent être réalisés pour arriver à capter les usages qui vont nous permettre de faire des analyses pertinentes. Évidemment, des visites techniques qui vont amener à un déploiement terrain efficient. Et ensuite, le déploiement applicatif avec la remontée sur votre plateforme de management de l'énergie, la configuration des alertes, c'est ce qu'on regardera avec Pierre tout à l'heure, et l'intégration de tout ça à votre stratégie globale de data management. Ce qui est important quand vous déployez de l'IoT, c'est que ces nouvelles mesures, ces nouvelles données, elles s'intègrent à votre stratégie énergétique et à votre stratégie de données pour vraiment arriver à propulser vos efforts. Et nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un prestataire qui, si ce n'est faire toutes les étapes, en tout cas, a une vue et une maîtrise de l'ensemble pour pouvoir vraiment qu'il y ait un lien entre le plan de comptage et l'utilisation qui va être faite des données qui sont remontées sur votre plateforme de management de l'énergie. Voilà, on va rentrer maintenant dans le suivi du confort, qui est un des pans qu'on souhaitait adresser avec vous au cours de ce webinaire. Donc, dans les grandes
Voilà, question qu'on va regarder avec Pierre, il y a la question de l'optimisation du confort et du bien-être des occupants, et comment je vais suivre, et contrôler l'atteinte de consignes des équipements, que ce soit de chauffage ou de climatisation. Et avant de rentrer sur la démonstration sur la plateforme Sevi, on voulait mettre un point d'attention sur le déploiement, des sondes. Donc il doit vraiment être fait avec ce qu'on évoquait tout à l'heure vis-à-vis de la GTB, avec en vue qu'est-ce que je veux faire, en termes d'analyse. Par exemple, il est évidemment recommandé, alors c'est du bon sens, mais on voit souvent, qu'il n'est pas respecté, que ces sondes, elles soient à l'abri du soleil, qu'elles ne soient pas, juste à côté d'une bouche, d'aération parce que ça va évidemment impacter la mesure. Donc tout ce qui peut fausser la mesure de la température, va, vous permettre il va falloir l'éviter, il va vous permettre de bien, localiser vos sondes. Et après, c'est de couvrir aussi, si possible, selon l'exposition de votre bâtiment, les 4 points cardinaux. Donc le choix des salles, des espaces qu'on va instrumenter va dépendre à la fois des expositions et aussi des problématiques que peut-être vos occupants, remontent. Je sais pas, dans une salle de réunion, vous avez régulièrement des occupants qui se plaignent, vous allez pouvoir factualiser, le fait que, la température est bonne ou à contrario qu'elle est effectivement en dérive et qu'il faut faire quelque chose. Nous, on conseille parfois d'avoir à la fois des capteurs fixes, sur des espaces où vous allez de manière pérenne vouloir suivre, la température, et une ou des, sondes volantes, qui vont vous permettre, c'est aussi l'intérêt d'avoir des objets connectés sans fil, hein, de, contrôler par moment des espaces qui sont critiques, parce que, voilà, en fonction de la vie du bâtiment et de ce que vous disent vos occupants, vous allez pouvoir pendant, 2 mois, installer un capteur de température dans une salle, le changer de pièce, et ce capteur est clairement défini comme, c'est celui qui va, agir de manière temporaire sur certains espaces. Voilà, et je vais laisser la main à Pierre pour, faire une démo, Ouais. autour du suivi de confort. Alors, je vais vous partager mon écran pour aller sur la suite de la chaîne de valeur d'Adviseo. Xavier vient de vous présenter un petit peu la chaîne de valeur autour du déploiement et qui est liée in fine à la captation de données. Et maintenant, on va voir la chaîne de valeur de l'utilisation de cette donnée sur comment dire les trois grandes briques de la chaîne de valeur de Sevi. Donc, vous me dites si vous voyez mon écran, qui est, voilà, on capte de la donnée, on agrège de la donnée, et cette donnée va nous permettre, en fonction des différents personas et parties prenantes hein, d'un projet d'énergie management, de faire de l'analyse de données. Et donc, voilà, capte de la donnée, on va afficher des éléments permettant in fine, d'agir et de piloter. Donc voilà, analyse de données, on va comprendre des dysfonctionnements et on va pouvoir lancer des plans d'action. Le pilotage, le plan d'action, la rédaction du plan d'action, l'animation du plan d'action, voilà, la coordination des parties prenantes pour in fine dégager des économies d'énergie et maîtriser le confort hein, pour les sondes de température, et jusqu'à la dernière brique qui est le suivi, le reporting. Voilà. Donc, je voulais prendre aujourd'hui un exemple autour du maîtrise du confort en environnement type bâtiment de santé. Parce que voilà, on a cet élément qu'on voulait vous présenter, mais bien sûr que ça s'applique à d'autres environnements, comme bien évidemment les collectivités avec toutes les typologies de bâtiments au sein de vos collectivités. Bien évidemment le bureau ou le retail. Mais voilà, en tout cas, l'exemple est fait avec le domaine de la santé pour présenter le niveau de confort au niveau des zones de chambre, des zones de parties communes par exemple, mais bien évidemment que ça peut s'appliquer à différentes zones. Quand on déploie, ce qu'a montré Xavier, de l'IoT au niveau des sondes d'ambiance, donc tout ce qui se moyenne au cours du temps et qui se somme pas, comme la température, eh bien, le déploiement implique la notion de on va ajouter un label, un tag à cette sonde pour, in fine, pouvoir segmenter mon analyse. Donc, pour mon domaine de la santé, voilà, j'attribue un tag, par exemple, chambre, comme vous voyez à l'écran, et ainsi, je pourrais avoir un suivi de ce qui se passe dans mes chambres. Le tag après zone partie commune, comme ça, je pourrais faire des indicateurs autour de ces zones-là. Donc, la notion de je déploie mon IoT, où est-ce qu'il va être pertinent pour faire mon analyse, mon animation et mon suivi et mon reporting, et t'intégrer dans ces vies pour justement tirer toute la valeur du déploiement. Euh,
Donc voilà, un exemple du coup d'analyse que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est ben, on capte de la donnée et plutôt que de simplement afficher une courbe et après que l'utilisateur il puisse comprendre est-ce que sur le confort je suis en sous-confort, enfin en inconfort trop chaud, en inconfort trop froid. Ce que je voulais vous présenter, c'est l'alerting. Voilà. On a déployé une fonctionnalité permettant justement de créer des scénarios et d'appliquer ces scénarios massivement à l'échelle de toutes mes sondes qui ont justement ce tag chambre ou ce tag partie commune ou que n'importe quelconque tag de zone de bureau, de zone de réserve pour le retail, par exemple, ou X ou Y. Et donc notamment, donc hop, si j'enlève la petite partie de Zoom. Je vais du coup créer un nouveau scénario. Donc là, j'ai créé mes scénarios, mais là, du coup, je vais l'éditer. On me demande quels vont être justement le tunnel dans lequel je ne veux pas être alerté. Et donc pour l'alerting, l'idée, c'est de mettre un tunnel plus large que mes conditions de confort pour pas avoir des alertes intempestives qui me demanderaient d'analyser en continu des choses qui vont pas me servir in fine à mettre en place des actions, à piloter mon bâtiment pour assurer le confort et maximiser les économies d'énergie. Donc ça, c'est important. Et on le verra justement par rapport au suivi et au reporting, où là, on a besoin de voir si justement mes conditions de confort dans mes bâtiments, justement pour les plans de sobriété, le fameux 19 degrés, etc., est maintenu. En tout cas, pour l'alerting, ce qu'on préconise, c'est justement de mettre un tunnel plus large que les conditions de confort pour justement être alerté que quand il se passe quelque chose d'important et de grave pour après ajuster les éléments. Donc là, par exemple, en hiver, on met une plage de 4 degrés, par exemple. C'est ce qu'on fait notamment avec nos clients dans le domaine de la santé au niveau de l'alerting pour justement traiter vraiment les inconforts à proprement parler. Donc là, je mets justement mes seuils. Ensuite, je choisis, la deuxième étape, c'est je choisis sur quelle période je veux être alerté si justement il y a un dépassement des seuils. Donc là, vu que je suis en hiver, par exemple, bah, j'ai mis des plages assez larges pour la démo hein, d'inclure septembre. Mais en tout cas, voilà, de choisir les périodes de temps que je considère comme hiver sur les périodes de chauffe, hein, tout simplement, dans lesquelles je veux être alerté. Est-ce que je veux intégrer la partie période scolaire et jours fériés, notamment pour la partie collectivité, c'est très important d'intégrer justement les calendriers de jours fériés de vacances scolaires. Et puis les plages horaires pour pouvoir différencier, par exemple, des périodes plutôt de jour, des périodes plutôt de nuit, dans lesquelles je peux attendre des niveaux de maintien de confort qui sont différents, bien évidemment, pour différencier l'inoccupation et l'occupation. Donc une fois que j'ai paramétré ces différents éléments de manière très rapide, ensuite je choisis le périmètre. Et c'est là du coup comment dire, la capacité de l'outil Savvy à paramétrer en masse des scénarios et des conditions de confort à l'échelle d'un patrimoine immobilier, c'est de pouvoir filtrer ici mon périmètre. Et donc vu que je veux créer un scénario d'alerte sur la partie confort de chambre, bah, je vais chercher mon tag chambre et donc, ça va filtrer toutes les sondes de température qui sont dans des chambres à l'échelle de mon patrimoine immobilier. Et ainsi pouvoir inclure le scénario que je viens de créer, donc mon tunnel de confort et mes périodes à l'échelle de tous mes capteurs qui ont ce tag. Et ainsi, après, pouvoir partager mon scénario avec d'autres utilisateurs qui ont besoin d'analyser ces alertes. Et comme ça, vous, par exemple, en tant qu'administrateur projet ou vraiment référent sur ce sujet, bah, vous pouvez dire j'ai paramétré pour X ou Y utilisateurs des scénarios dont je sais ils vont avoir besoin pour analyser justement, comme a dit Xavier, il y a besoin de personnes identifiées chez vous qui vont animer justement ces alertes et la correction de ces alertes et les corrections de dérives, donc pouvoir partager justement à ces utilisateurs les alertes que vous aurez potentiellement paramétrées pour eux. Une question, Pierre, Ouais. liée justement au paramétrage des alertes de d'Anne qui nous demande si le paramétrage il est fait donc à la main, par le client ou accompagné par Advisio, mais à la main ou Ouais. s'il n'est pas inscrit dans le marbre, sur certains cas par nous dans le système.
Alors, en fait, on veut laisser la possibilité à l'utilisateur de faire ses propres scénarios. Nous, dans le cadre du déploiement de projets IoT, CAV, captation d'informations, on va conseiller nos clients pour quels sont les bons scénarios. Parce qu'on a beaucoup de Rex de c'est quoi les bonnes pratiques en termes de scénarios sur le domaine de la santé, sur le domaine des collectivités, sur le domaine des bureaux. Et donc, voilà, on est force de proposition, mais forcément, à l'échelle de tous nos clients et utilisateurs, bah, c'est pour ça qu'on a des paramétrages assez fins permettant de faire du fine-tuning sur les scénarios. Mais de Ouais. base, on sait paramétrer des scénarios assez classiques qu'on sait qui sont utiles et qui nous permettent de dégager des économies d'énergie tout en assurant le confort. Ouais. J'espère que ça répond à la question, Anne, et on reviendra un peu plus tard sur, de l'intelligence embarquée dans la plateforme, qui sont des perspectives pour nous, d'avenir aussi importantes, pour aller, essayer de détecter des choses, et aider les energy managers à détecter en automatique des dérives. Aussi, un élément important de ces alertes, c'est que quand bien même l'outil Sevi, il est là pour être l'outil compagnon au quotidien au service de la performance énergétique et donc une utilisation assez régulière, en tout cas pour différents profils utilisateurs, évidemment pas tous, mais en tout cas un certain nombre qui ont besoin d'analyser des choses. Le sujet des alertes peut effectivement s'adresser par l'information montante de la part de Sevi pour certains profils. Donc de pouvoir se dire, bah, OK, je veux que ces utilisateurs, ils reçoivent par email de manière quotidienne si sur ce scénario, il y a des choses à voir et donc je vais aller analyser sur Savvy mes éléments. Alors ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire en fonction des typologies de scénarios. Voilà, de laisser la possibilité à l'utilisateur de se dire, bah voilà, je vais ajouter ces utilisateurs-là dans ma chaîne de diffusion et comme ça, ils iront analyser les éléments puisqu'il y a des choses à aller chercher. Donc une fois que j'ai paramétré, justement, ces scénarios, bah, je vais pouvoir aller, du coup regarder, par exemple, les alertes qui ont pu être, détectées sur cette période-là. Donc là, du coup, je vais, dans ce scénario et je vais aller regarder justement ce qui s'y passe et donc hop, je peux aller regarder, par exemple, ce scénario pour dire: «Bah, sur cette période de temps, que j'ai sélectionnée, donc je peux sélectionner différentes périodes de temps, mais par exemple sur cet établissement, j'ai un établissement qui ne respecte pas les conditions de confort que j'ai établies et donc je suis alerté, que ce niveau de confort est dépassé et donc que je peux, aller, par exemple travailler avec mon mainteneur, mon exploitant, à faire en sorte que, les consignes, de chauffe, en tout cas pour cet exemple-là, soient bien respectées. Donc pour maximiser les économies d'énergie au cours du temps et tout en assurant le confort que j'ai établi, dans ma charte de confort de mon organisation. Donc voilà, possibilité de regarder à l'échelle de mon patrimoine et c'est en ça, hein, vraiment Savvy, hein, la capacité de gérer, bah, des scénarios à l'échelle de patrimoine immobilier et aller regarder dans le détail, pourquoi sur des périodes de temps, j'ai des choses et vraiment agir rapidement pour éviter, justement que la dérive s'installe et donc que j'ai une dérive énergétique, qui soit pas souhaitable. Il y a une question concernant les alertes, Oui. est-ce qu'elles peuvent être reçues? Moi, je crois pas que ce soit le cas pour l'instant, mais par SMS. Non, non, c'est que par email. Email Ouais, et sur Savvy, sur CV. Ouais. Donc voilà pour ça, pour ce cas d'usage, du confort, donc sur, l'alerting, hein. Aussi un autre cas d'usage, qui est intéressant aussi, c'est au niveau de la qualité d'air, hein, Xavier en a parlé tout à l'heure. Donc, grâce aux mesures, de CO2, sur mon capteur que j'ai pu déployer, sur mon patrimoine et bien, par exemple, un seuil qui est assez standard sur le fait qu'il est important d'alerter parce qu'il y a une trop forte concentration de CO2 et qu'il faut aérer l'espace, c'est à peu près 1000 ppm. Voilà, donc en mettant, voilà, je vous remontre pas l'édition de scénario, mais vous l'avez compris, hein, de mettre en place un seuil, à 1000 ppm, bah, me permet d'être alerté, sur, des niveaux de concentration qui sont trop importants et puis, pouvoir mettre en place, de la pédagogie autour de l'aération des espaces ou, si c'est des espaces qui peuvent pas être aérés sans éléments mécaniques comme une centrale de traitement d'air, bah, aller comprendre, pourquoi le débit, d'air de la centrale de traitement d'air ne me permet pas d'atteindre les concentrations de CO2, qui doivent être atteintes. Alors, il y a une question, sur, est-ce qu'il est prévu de créer des alertes sur les remontées de compteurs, distributeurs Enedis et GRDF? Parce que déjà, en fait, Oui, aussi.
Alors, oui, c'est vrai que là, sur cet exemple-là, sur la première partie de la démonstration, on voulait le faire vraiment en 2 étapes. Mmh. Montrer, du coup, un environnement autour, du suivi et de l'alerting, des données, qui sont moyennes, comme la température ou la qualité d'air, et après faire dans un second temps, heu, un REX autour, du sous-comptage, et des points de mesure de consommation et donc qui se somment dans le temps. Voilà, on voulait le faire en deux temps. Donc on y revient, Ouais. un peu plus tard. Sur comment recevoir les alertes par email, je crois que Pierre, tu l'as montré, Oui, juste avant. oui. Je l'ai montré juste avant, du coup, Donc, l'utilisateur qui crée le scénario ou un utilisateur qui reçoit le scénario de l'éditeur à la base, mais qui est en administration sur ce scénario, peut partager, du coup, ce scénario, et aussi, partager le fait que des utilisateurs reçoivent, justement, cet alerting par email. Donc soit diffuser, à l'échelle d'un profil, donc tous les utilisateurs du projet qui ont ce profil, par exemple acheteur énergie, 1 de la liste, bah, recevront les alertes par email, ou alors ça peut être à la maille, d'un utilisateur, X ou Y. Voilà. merci. Est-ce qu'il y a un moyen de repérer une récurrence d'anomalie? Hem, En fait, à partir du moment où, vous voyez, sur la plateforme que du coup le tunnel est, souvent dépassé sur les périodes de temps, qu'on vous permet de visualiser ici, ça veut dire que du coup il y a une récurrence, qui s'installe. Parce que vous pouvez voir le mois dernier, vous pouvez voir ce mois-ci, enfin vous pouvez, choisir, différentes périodes de temps, dans vos analyses. Donc là, c'est vrai que j'ai présenté, une seule période de temps, mais vous pouvez naviguer dans les périodes dans, l'analyse de courbe, et ainsi voir, justement s'il y a une récurrence qui s'installe. Et après, c'est aussi dans le tableau de bord, qu'on Ouais, va pouvoir retrouver peut-être des comportements plus, oui, durables, on va dire, sur des dérives justement, ouais. exactement. Hem, Aussi, vu qu'in fine, l'alerting sert à identifier des dérives et après va pouvoir agir dessus, l'idée c'est de pouvoir aussi créer des actions, sur, mon patrimoine, qui va me permettre, de voir si, les dérives sont assez, récurrentes, sur ce cas de figure. Par exemple, si je vois qu'il y a un inconfort, trop froid, durant les périodes d'hiver, et que j'ai déjà créé une action, de performance énergétique indiquant qu'il y a un inconfort au niveau de l'hiver et que j'ai besoin de régler mes installations, et que cette action, revient régulièrement, eh bien ça me permet justement d'agir, rapidement et efficacement, et de monitorer justement, la récurrence de ça. Et l'autre sujet qu'on voulait aujourd'hui vous présenter, sur la partie, suivi de confort, c'est voilà, on a des alertes, donc des utilisateurs qui vont, identifier des dérives, mais après, j'ai aussi besoin de faire du suivi, du maintien, de confort, à l'échelle de mon patrimoine. Et donc au niveau du confort, vu que, c'est des choses qui sont, assez, précises en termes de mesure, ce qu'on propose en premier tableau de bord, même si on peut choisir différentes périodes de temps, nos clients qui sont présents aujourd'hui le savent, dans les tableaux de bord, une des notions les plus importantes, dans la création d'un indicateur, c'est sur quelle période de temps. Et donc là, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est sur les 7 derniers jours, parce qu'on pense que le maintien du confort impacte forcément, la notion de performance énergétique, et donc on a besoin de driver ça, à la maille, hebdomadaire. Et donc, par exemple, sur ce tableau de bord, ça me permet d'identifier sur les 7 derniers jours quelles sont les résidences les plus chauffées, et est-ce qu'elles sont, au-delà de mes, conditions de confort que j'ai établies au sein de mon organisation. Donc là, vous voyez, on parle plus d'alerting, on parle de: est-ce que mes conditions de confort, sont maintenues, ou dépassées, trop chaud ou dépassées, trop froid? Et donc là, par exemple, bah, ici, j'ai 24°2, donc bon, j'avais mis un seuil à 24, donc j'aurais été quand même alerté, mais voilà, si j'avais une sonde à 23°9, j'aurais pas été alerté, et pour autant, elle respecte pas les consignes de confort, et donc je dois faire des actions permettant de maintenir, les conditions, et maximiser les économies d'énergie. Donc vous voyez rapidement, faire, des top flops ici, permettant de driver un petit peu, ben, où est-ce que je dois agir pour maintenir les conditions de confort. C'est quoi les conditions de confort sur ma période, en période de nuit, en période de jour? Est-ce que, justement mon tunnel, entre la température moyenne, maximale, minimale, il est bien assuré? Donc là, on voit qu'il y a des maximales sur certaines résidences à 30°, donc ça veut dire que j'ai de l'inconfort, assez fort, et donc je dois identifier où est-ce que c'est, et justement, il y a un tableau juste en dessous.
Aussi à l'échelle de mon patrimoine, eh bien, comment sont les conditions de confort, sur la période de temps. Donc en gros, plus le point est gros, ça veut dire plus la température moyenne est importante sur les 7 derniers jours. Donc on peut voir ici qu'il y a une résidence qui a une température moyenne assez faible, notamment par rapport à tous ces ronds ici qui ont à peu près les mêmes conditions de confort. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de comment dire, d'homogénéité là qui s'est créée autour de 24 degrés. Et puis, j'ai par exemple cet établissement-là qui, a des températures maximales très élevées, une température moyenne assez élevée sur la période aussi, et une température minimale qui est moyenne. Donc ça veut dire ici, j'ai, probablement de l'inconfort, plutôt froid, ici une homogénéité et puis ici des maximales qui sont trop importantes et une température moyenne trop importante. OK, et après, bah, pouvoir identifier où est-ce que, concrètement, je dois agir. Donc là, je vois mes minimales et mes maximales. Donc là, on identifie bien que c'est sur, aussi atmosphère que sur la période. Du coup, c'est plutôt sur cette période du 28-29 là, où j'ai eu des pics, un peu trop importants, et que, du coup, je dois revoir, ces conditions, bon, 30 degrés en hiver, c'est pas possible, mais en tout cas sur la période, estivale, de pouvoir justement rérégler mes appareils de climatisation. Voilà, et vu que tout est tagué, hein, je le redis, à l'échelle de mes chambres, bah, du coup, ça c'est un reporting autour des chambres et je peux bien sûr, faire la même chose sur les sondes, qui sont sur les parties communes. Voilà, Donc ça, sur pour les se mêmes projeter, indices. dans d'autres secteurs d'activité, ce principe de Ouais, tag permet de répondre, ben, dans un bureau, ça peut être, vous taguez les salles de réunion, salle de réunion, les open exactement. space, des bureaux, fermés, vous les joignez, dans une collectivité, ça peut être, les équipements sportifs, la partie Ouais, gymnase et cetera qui est taguée, différemment. Voilà, ouais, ça permet vraiment de répondre à tous les secteurs, ouais. et d'avoir ce même type de tableau de bord et de suivi de confort dans le temps. Donc vous voyez, hein, sur ça, le plan d'action, c'est, régler les installations pour, les résidences ou les bureaux ou n'importe quel autre type qui ne respectent pas les conditions de confort. Donc, pour, aller chercher des économies d'énergie, regarder, la différence entre la jour et la nuit et justement aller chercher un offset pour justement aller chercher des économies d'énergie et puis maintenir les conditions de confort avec, ces graphiques-là qui permettent de voir un petit peu s'il y a des minimales ou des maximales trop importantes. Donc, vous voyez, de tous ces graphiques-là, et in fine, je peux en déduire des choses, mettre un plan d'action et après agir sur aussi bien le confort que les économies d'énergie. Et c'est ça l'intérêt, justement des tableaux de bord et des alertes, qu'on vient de voir. Hem, OK pour ça. Xavier, du Merci coup, je Pierre. te rends Ouais, la main. on va repartir sur la présentation pour parler sous-comptage maintenant. Heu, J'espère que la partie confort a été claire. Merci pour les questions qui sont, que vous posez au fil de l'eau, c'est parfait, on peut y répondre, progressivement. Voilà, donc suivi de confort, on l'a fait et maintenant on va parler sous-comptage, qui est une problématique qui nous est aussi très souvent, remontée, pour aller vers l'action, comme on l'a dit, tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'être très pragmatique sur cette partie et de s'adapter à ce que le bâtiment vous offre, enfin vos bâtiments vous offrent. On a identifié 2 grands cas. Un cas où vous avez des sites, alors virtuellement récents, mais en tout cas avec des sous-compteurs, auquel cas le travail va plutôt consister pour nous à, installer des capteurs, de type Pulse ou Modbus. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir, télérelever, un compteur existant qui soit n'est pas communicant, soit pour le gaz, par exemple, n'a pas une granularité, de données suffisamment importante, pour vous permettre de faire des analyses, qui vont conduire à une meilleure performance. Voilà, donc ça, c'est le cas de gauche. Le cas de droite, c'est les sites où vous avez pas de sous-compteur. Donc là, vous avez plusieurs options, la pose de sous-compteur, heu, si possible, qui, dès le départ, sont pensés pour permettre la télérelève. Voilà, tant qu'à installer des sous-compteurs, autant dès le départ envisager, bah, qu'ils puissent vous remonter des données, pertinentes pour l'exploitation. On fera un petit point de focalisation là-dessus juste après sur, la pose non intrusive, par des boucles ou des pinces, ampérimétriques, par exemple. On voulait réinsister sur le plan de comptage. Voilà, c'est des prestations qui peuvent être réalisées pour être sûr que vous allez identifier, les zones et les usages, à compter et qui vont être essentiels, bah, dans ce qu'on va montrer, dans le cas d'usage avec Pierre derrière, puisque si le plan de comptage est pas pertinent, ou en tout cas pas conforme à ce que vous souhaitez faire, en termes de stratégie énergétique, bah, en fait, les données vous serviront pas à grand chose. Donc ce plan de comptage est absolument,
essentiel. Et donc, d'avoir une prestation là-dessus, c'est souvent en fonction des sites pertinents, avant de poser effectivement les sous-compteurs éventuels ou mettre en place des solutions d'instrumentation. Voilà, je parlais du matériel non intrusif. L'idée, c'est d'arriver à pas tout casser chez vous quand vous souhaitez faire du sous-comptage. Il y a des solutions maintenant, je veux dire assez légères, non intrusives, qui vous permettent d'aller sur l'électrique, et ben, identifier les usages et vous permettre, bon, on va le voir juste après avec Pierre dans la plateforme, plutôt que d'avoir seulement la remontée de votre donnée de courbe de charge sur un compteur général, d'avoir les différents usages qui sont remontés. On va illustrer ça maintenant sur la plateforme CEVI. Hop, alors je reprends la main. Parce que l'idée, sur le sous-comptage qu'on voulait vous présenter, hop, voilà, je repartage mon écran. C'était de se dire, voilà, on a, sur l'environnement un petit peu collectivité avec, des établissements d'enseignement, l'intérêt du sous-comptage pour aller, plus finement dans l'analyse, de consommation. Et notamment pour, répondre au suivi des usages énergétiques significatifs, voilà, qui sont importants dans les bâtiments en fonction de leur typologie. Et ça, voilà, on prend l'exemple de collectivité, mais ça répond à tous. Notamment, si, vous êtes engagé dans des certifications ISO 50001, notamment d'aspect réglementaire, mais il y a évidemment l'intérêt de le suivre, également, sans forcément cette certification. Et puis, aussi, l'identification des zones. Puisque dans les, bâtiments d'enseignement notamment, peut y avoir des zones qui ne fonctionnent pas sur les mêmes plages horaires, que les autres. Bah, notamment l'enseignement, c'est plutôt la journée et puis la partie, logement, internat, bah, forcément, c'est plutôt le soir. Et donc si on veut détecter, des dérives de consommation sur l'une et l'autre, des parties, bah, si vous avez qu'un seul, compteur, électrique, sur le site, bah, ça va pas vous permettre justement de, maîtriser les équipements derrière qui peuvent dériver sur différentes zones parce que ça peut être noyé, à l'échelle globale, du site. Donc c'est ça l'intérêt un petit peu de poser, des capteurs IoT sur différentes, zones ou différents compteurs pour identifier des usages importants sur lesquels justement il y a besoin d'avoir une surveillance accrue, pour pas que ça dérive et donc, maximiser les économies d'énergie et c'est ça l'intérêt de l'energy management, hein, c'est la surveillance continue. Je rebondis Ouais. là-dessus, Pierre, sur l'industrie. On a eu aussi des cas, ben, le décret tertiaire y a poussé, où votre comptage permet pas forcément d'identifier la partie tertiaire, d'isoler la partie tertiaire de la partie production industrie. Oui, Et ben, on a pas mal de demandes autour de, ben, il ouais, faut en fait que j'isole mes ouais, usages entre le tertiaire et le reste. Et là, pour le coup, c'est le décret tertiaire qui le demande pour les oui, EFA. oui, C'est un autre cas où le sous-comptage peut s'imposer dans absolument. le secteur industriel. Absolument, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles dans le secteur du retail aussi, s'il y a des gens du retail parmi nous aujourd'hui, de pouvoir différencier, bah, les zones, commerciales, des zones de bureaux, des zones de drive par Oui. exemple, qui ont pas forcément les mêmes usages et les mêmes équipements, et qui peuvent, justement avoir un intérêt de maîtriser toute la chaîne de consommation, avec différents équipements derrière. Donc là, si je prends un exemple, je suis sur ma carte, donc je vais, identifier, un site, sur lequel du coup, je vais aller, suivre un petit peu mes éléments de sous-comptage. Donc je vais aller, justement chercher, mon tableau de bord, qui le traite ici sur la partie de droite. Donc on arrive sur à la base une page d'accueil, hein, de mon site sur lequel je vais retrouver, mes caractéristiques et mes documents potentiels, que j'aurais pu éditer, qui sont totalement customisables et après, bah, sur la droite, avoir tous les éléments de reporting que j'ai pu faire sur mon projet, et notamment la partie, qui nous intéresse aujourd'hui sur, les US et les zones. Donc par exemple, hein, vous retrouvez la même, proposition de valeur que sur la partie confort, mais, cette fois-ci on va sommer, des choses, plutôt que faire des moyennes et donc de pouvoir utiliser justement le sous-comptage, au profit de la performance énergétique. Donc d'avoir en premier lieu, bah, des indicateurs sur, quelles sont mes économies d'énergie à l'échelle de mon patrimoine et de sur quoi ici, mon bâtiment, et de voir un petit peu, ben, au niveau de mes fluides, quels sont, les fluides qui génèrent du gain, quels sont les sites potentiellement qui sont en surconsommation et d'avoir, différentes périodes de temps pour les comparer et ça, c'est important.
de pouvoir se dire, bah, je suis, imaginons, en 2024, donc je vais projeter, mon atterrissage de consommation, à la fin d'année. Je vais le comparer à 2023 et je vais regarder un petit peu si ma trajectoire, se porte bien ou pas. Donc voilà et après, et bien, si, sur certains fluides, j'ai, une mauvaise trajectoire, et bien de pouvoir utiliser le sous-comptage que j'ai déployé et c'est la même chose, que pour les sons de température, où je vais appliquer mon tag chambre ou mon tag bureau ou mon tag, partie commune ou salle de réunion. Bah, là, je vais appliquer un tag, sur mon capteur de quel est l'usage, que ce compteur compte et que du coup, je vais pouvoir faire du reporting dessus. Donc je vais pouvoir, par exemple, instrumenter un compteur électrique qui compte de l'éclairage et ainsi pouvoir suivre l'éclairage, des process, pour des lycées, par exemple, industriels, de la ventilation ou des auxiliaires, de distribution et ainsi, bah, pouvoir toujours comparer, les différentes périodes de temps, sur les différents usages et de regarder justement si, j'ai pas un usage, qui dérive au cours du temps et sur lequel justement, je peux agir. Et quand on, l'intérêt de ce genre de graphe où on a une évolution, donc on a, différentes, consommations au cours d'une période de temps et là, ça me permet de voir aussi, dans la mesure où j'ai identifié une dérive par l'alerting et on reviendra sur l'alerting tout à l'heure, j'agis, dessus, avec, mes parties prenantes, mes exploitants et cetera, l'impact, de ce que j'ai fait, sur la consommation et donc, si, imaginons, on voyait une consommation d'éclairage, dérivée à la hausse, j'agis, sur, l'équipement qui fait en sorte que j'ai une dérive d'éclairage, bah, après je peux voir l'impact, de ce que je fais. Voilà, et aussi, bah, l'autre point c'est de pouvoir identifier les zones, comme je l'ai dit en préambule. Donc se dire, bah, voilà, je somme, par exemple, des compteurs qui sont, généraux, mais qui desservent, différentes zones de mon bâtiment. Bah, je peux suivre, de ce moyen-là, les différentes zones importantes, et suivre un petit peu les dérives et l'impact de mes actions sur ces différentes zones. Donc voilà, en termes de reporting, donc je l'ai volontairement pris de l'autre bout par rapport au suivi de confort. On a vu, l'analyse fine et après le reporting. Là, de partir, du reporting pour avoir une vue assez macro de l'évolutivité, de ces éléments-là, des capteurs IoT que j'ai enfin forcément, déployés sur le terrain, et avec, toute cette, architecture de tags, et de propositions de valeur pour en déduire in fine des choses et animer, la performance énergétique, de mon patrimoine. Merci Pierre. Une question complémentaire, concernant le suivi. Donc on a parlé de suivi de gaz, et électricité, mais est-ce qu'il est possible de mettre en place un déploiement permettant de suivre les consommations kilowattheures pour les énergies de stock, fuel, biomasse? Comment on gère ça, chez Alors, Adviseo? pour ces énergies-là, en fait, on récupère, forcément les livraisons, de l'énergie de stock, enfin le bois, le fioul ou tout ce qui se stocke quoi, le gaz en citerne, Mmh. en tant que point de livraison. Parce que c'est l'énergie de toute façon, livrée et qui doit in fine être, publiée sur Opéra parce que c'est ça qu'on veut. Ensuite, forcément, cette énergie de stock, elle a une conversion en kilowattheure, Oui. qui est assez standard et que d'ailleurs vous pouvez retrouver, aussi dans les arrêtés du décret tertiaire. Donc c'est comme ça qu'on représente in fine, les informations, même si dans Sévi, on offre la possibilité à l'utilisateur de suivre, bah, les tonnes, de bois qui ont été, livrées au cours du temps, mais aussi, d'un point de vue reporting, bah, tout remettre, En en kilowattheure. kilowattheure. OK. Puisqu'in fine, de toute façon, voilà, c'est le kilowattheure qui représente l'énergie. Le gaz, forcément, bah, à la base, c'est compté en mètres cubes, mais on a la conversion directement par le distributeur de gaz. Mais voilà comment on opère en termes de reporting pour tout mettre, à la même échelle. D'avoir forcément l'information initiale, mais avoir Mmh. le kilowattheure. Ensuite, et c'est là que l'IoT, Ouais. vient, en jeu. C'est que derrière, bah, la machine qui va transformer, l'énergie, en calories dans le cadre des énergies de stock, bah, si vous avez des compteurs thermiques, derrière, votre chaudière, qui est alimentée par du bois, du fioul ou n'importe quoi, et bien de pouvoir instrumenter ces compteurs thermiques, chauds pour les Mmh. différents réseaux de radiateurs, réseaux de ventiloconvecteurs ou peu importe, quel traitement terminal, utiliser, de pouvoir instrumenter justement ces capteurs avec de l'IoT et remonter des kilowattheures d'eau chaude, mais post-transformés après la chaudière. Donc voilà, d'avoir Super. forcément les 2 en
en possibilité de visualisation. Merci pour la précision. Alors je te propose Pierre de passer directement, rester sur la plateforme et passer au suivi, Ouais. de l'eau chaude sanitaire, parce qu'on est un peu pressé par le temps, pour avoir le temps de Je terminer. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi le sujet de l'exploitation et un des cas qu'on voulait vous montrer, c'est, comment, suivre les températures d'eau chaude sanitaire, qui nécessitent souvent des interventions, sur site de mainteneurs ou de personnes, de techniciens. Oui. Voilà et là, l'IoT peut, avec des sondes contact, heu, peut aider. Bon là, en l'occurrence, ce qu'on va montrer, c'est qu'on a, le prérequis, c'est qu'on a installé des sondes, contact en entrée et sortie, Ouais. des ECS. Donc l'idée, par exemple, sur les capteurs, que vous pouvez installer sur les gaines d'eau chaude, de pouvoir justement, suivre, est-ce que les températures de retour ECS sont conformes, à ce que les différentes réglementations peuvent vous demander et notamment, bah, voilà, de la même manière, de paramétrage de ceux de température de confort, bah, là, c'est les températures d'eau chaude et de pouvoir être alerté quand justement, le réseau, ne respecte pas les températures de retour. Donc là, on a très clairement en dessous de 50 degrés. Ouais. Une température de retour, un bouclage qui tombe et donc j'ai besoin d'être alerté pour, faire repartir, le système et maintenir justement la boucle d'eau chaude pour éviter la prolifération de bactéries dans le réseau. Voilà. C'est un cas où l'alerte immédiate fait vraiment tout son sens, hein, parce que Ouais. c'est, forcément ça peut nécessiter une action, assez rapide, sur ce type de voilà, donc c'est vraiment pour aider les personnes à intervenir, ça rentre pas dans le cadre d'un carnet sanitaire où c'est plus de l'aide, à, ben, potentiellement identifier et pouvoir se déplacer au bon moment, plutôt que d'avoir à faire, X, visites, récurrentes pour, simplement contrôler, ces températures Mmh. et ensuite ça permet aussi d'avoir une historisation et de vérifier, durablement sur les équipements que vous êtes, dans les normes. Hem, merci Pierre, on va pouvoir, repasser à la présentation pour, conclure. Heu, hein, et on ne voudrait pas trop empiéter sur l'heure du du déjeuner, pour tout le monde. Voilà et ce on voulait conclure par, les évolutions qui sont à venir chez Adviseo, autour de l'exploitation des données IoT. On en a matérialisé 2 qui sont importantes chez nous, en ce moment, à assez court terme, hein, pour le coup, donc la première concerne la détection des fuites d'eau. Mmh. On a déjà construit les modèles et on est en train de faire les tests de pertinence des modèles, d'intelligence artificielle autour de la détection des fuites d'eau. Hem qui, bah, comme, son nom l'indique, hein, vont vous permettre, à distance, sur la plateforme, d'être alerté, en cas de détection de fuite. Ouais. Ce qu'on a constaté, c'est que ça nécessite l'intervention d'énergéticiens, en tout cas de personnes qui vont regarder les modèles, regarder ce qui est considéré comme une fuite, indiquer si c'est le cas, si c'est pertinent ou pas, pour ensuite, bah, enrichir l'intelligence artificielle. Globalement, autour de l'intelligence artificielle, on a une posture, nous, qui est très, jusqu'à présent, qui était assez prudente et maintenant on y va, vraiment, parce qu'on a les ressources chez nous pour aller, vers, voilà, du machine learning, et de l'algorithmique, on faisait déjà, mais pour aller plus loin sur les analyses. Par contre, on mettra toujours de l'humain, et on juge que c'est nécessaire d'avoir toujours de l'humain pour améliorer les modèles. On appelle ça man in the loop, dans l'intelligence artificielle, c'est, je vais avoir des préconisations, bah, je vais avoir quelqu'un qui va trier, la pertinence de ces préconisations pour améliorer progressivement, les modèles et ça, c'est absolument essentiel dans nos métiers, qui sont des métiers quand même super, empiriques, terrain, et dans lesquels voilà, le regard de l'énergéticien est fondamental. Donc détection des fuites d'eau, c'est une des choses qui sera poussée dans Sévi dans les prochaines, semaines, et qui, bah, a un lien direct avec l'IoT puisqu'aujourd'hui, la proportion, j'allais dire, de compteurs, communiquant, sur l'eau, est pas forcément délirante et aussi pour détecter les fuites, il vous faut potentiellement une granularité de données, qui soit, voilà, assez importante, donc ça peut nécessiter d'ajouter des capteurs pour, bah, permettre cette détection, de fuite. L'autre élément, concerne plutôt la détection et ça répond à une des questions d'ailleurs qui avait été posée, sur l'automatisation de la détection des dérives. On est en train de construire heu, algorithmes et de l'intelligence artificielle qui va permettre de détecter en automatique des dérives, notamment sur la base de la construction de signatures énergétiques. Donc là, vous avez l'exemple de comment se construit une signature énergétique, gaz, en fonction des horaires, donc inoccupation, relance, occupation.
Et pourquoi l'IoT est essentiel là-dedans? C'est que pour avoir à la fois, on regarde la température extérieure, donc il va sans doute falloir une sonde de température extérieure, et vous allez sans doute aussi, pour avoir une pertinence d'analyse sur ces notions-là, avoir besoin de température intérieure dans certains cas, ou là sur le gaz, à minima, une granularité de données qui soit suffisante pour pouvoir faire ces analyses. Donc ce qu'on voulait dire au travers de ça, donc sachez qu'Advisio d'ailleurs est lauréat d'un appel à projet en consortium avec la métropole du Grand Paris et Tilt Énergie qui s'occupe d'une notion d'effacement électrique. Donc on a un territoire test sur lesquels on va appliquer notamment ces deux modèles d'IA qu'on vous a présentés et d'autres pour aider aux collectivités territoriales à prendre des décisions sur la base des données qui sont remontées sur la plateforme CEVI et à piloter de manière plus efficace les bâtiments. Donc l'IoT, c'est aussi les données qui sont remontées par l'IoT. Plus il y aura de l'intelligence dans l'analyse sur la plateforme qui est déployée dans votre organisation, plus vous allez pouvoir tirer de valeur, j'allais dire, des objets connectés. Voilà. On a vu avec Pierre, j'espère en tout cas, qu'on vous a prouvé qu'il y avait déjà une valeur forte dans le fait de déployer de l'IoT pour suivre à l'échelle d'un parc ses consommations et son confort. Demain, sachez qu'on pourra aller encore un cran plus loin autour de ces notions-là. Je vois que Pierre s'évertue à répondre aux dernières questions qui sont posées. Merci pour l'intérêt et pour les questions. Pour finir, et donc Pierre l'a dit, on a le replay du webinaire vous sera communiqué, ainsi que la présentation. On a aussi tout un tas d'autres ressources qui, on pense, peuvent vous être utiles. Donc déjà, tous les webinaires historiques qu'on a réalisés, vous pouvez les retrouver sur notre site web advisio.io, ainsi que les podcasts. On a lancé depuis maintenant quelques mois une série de podcasts qui s'appelle What's Next, qui rencontre un engouement assez important. Donc voilà, si vous voulez les découvrir, c'est aussi sur notre site web. Là, vous avez un exemple avec Renaud de Rosny-sous-Bois, qui est énergéticien, et Amaury de Lacté. On en vient d'en relancer un autour de l'effacement électrique également. Voilà. On essaie d'en faire régulièrement, et on a des livres blancs également qui sont à disposition sur des sujets, notamment le sujet de l'IoT et du sous-comptage, et autour du schéma directeur énergétique en ce moment. Voilà, et je vois qu'il y a aussi dans les dernières questions des questions de coûts. Merci Adrien d'anticiper. Alors évidemment, j'allais dire, pour le coût des installations, ça va être très dépendant ça dépend de beaucoup de paramètres, donc ce sera plus des discussions qu'on pourra avoir au cas par cas. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur vos projets. Je pense qu'il y a derrière votre question, notamment sur les retours d'expérience concernant les économies d'énergie, c'est vraiment ce ratio entre le coût de déploiement, je veux dire le coût environnemental aussi, parce que nous, on a tendance à plutôt se mettre aussi en garde-fou vis-à-vis d'une surinstrumentation possible. L'idée de l'IoT, c'est pas d'avoir une quantité de données que vous ne saurez pas exploiter, et une exhaustivité. Donc sur les cas qu'on a menés, je prends un exemple très concret, c'est que tous les contrats de performance énergétique que nous, on a construits avec nos clients, que ce soit sur des collectivités, dans le privé, on l'a fait en déployant de l'IoT. Parce qu'on a une capacité en energy management à réaliser les économies qui est plus forte quand on a déployé de l'IoT, et ça coûte aussi concrètement moins de déplacements. Évidemment, il y a plein de situations où il faut continuer à se déplacer sur les sites, mais je pense que pour des problématiques d'économes de flux ou de personnes qui ont un temps limité pour couvrir beaucoup de bâtiments, l'IoT, c'est aussi la capacité à virtuellement se déplacer moins, à détecter plus vite les dérives, et donc à faire des économies d'énergie quand même significatives. Donc, c'est toujours difficile de donner des chiffres, mais sur les cas que j'évoquais où on a déployé de l'IoT et la plateforme Savvy, on a réussi à faire jusqu'à 20% sur les très mauvais bâtiments, mais en moyenne 10 à 15% d'économie d'énergie sans travaux. Voilà. Et le coût du déploiement de la plateforme et de l'IoT, mis tout bout à bout, est très inférieur à cette économie. Voilà, ça peut osciller entre 2 à 4% peut-être de la facture énergétique, hein. Ça dépend encore une fois de plein de paramètres, mais très éloigné des économies d'énergie que nous, on a constaté quand l'IoT est bien exploité avec le type de tableau de bord et de fonctionnalités qu'on a montré aujourd'hui.
Voilà, on essaiera de répondre à toutes les questions si on en a raté et on s'en excuse a posteriori. Encore une fois, vous allez recevoir donc le replay et le support de présentation. Merci à tous, en tout cas, de votre participation active. Merci Pierre Merci pour Xavier. la démo, les démos live et les cas d'usage. On espère que ça vous aura été utile et on vous souhaite une super après-midi, une bonne journée. N'hésitez pas à nous solliciter pour pour vos projets. Et dernière chose sur LinkedIn, donc on a remis le lien utile vers notre compte LinkedIn. Je vais en profiter pour un petit teaser. On a une annonce importante aujourd'hui de société. Voilà, alors n'hésitez pas à aller voir notre compte LinkedIn pour la découvrir. C'est bas de ma part, mais voilà, on sera content que vous découvriez cette annonce sur LinkedIn. On vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.